sommaire, le gouvernement congolais compte appliquer une série de mesures afin de sauver le pouvoir d'achat de Congolais. Et c'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, dont vous allez suivre ses propos dans ce journal. Et puis, en tant que premier fournisseur de coton en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire anticipe une amélioration de sa production au cours de la nouvelle campagne cotonnière, étant donné que celle de 2023-2024 reste mitigée. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Entre maintenir ses recettes fiscales et sauver le pouvoir d'achat des Congolais, le gouvernement a fait le choix de l'intérêt général. Ce sont là les mots du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale devant la presse ce lundi. Revenons sur les mesures du gouvernement pour lutter contre la vie chère. Daniel Mukoko Samba reconnaît que les modifications liées à des nouvelles mesures seront prises en compte dans le collectif budgétaire qui sera envoyé incessamment au Parlement. Suivez le VPM Mukoko Samba qui était aux côtés de son collègue Patrick Mouillère. Le gouvernement a agi comme le chirurgien dont la main ne doit pas trembler lorsqu'il touche le bistouri. Nous savons qu'il y a une dépense que ça va nous coûter. Oui, nous aurons une loi rectificative des finances qui va être déposée au Parlement au mois de septembre pour cet exercice 2024. Et donc, cette dépense fiscale sera prise en compte dans cette loi rectificative des dépenses. Mais entre maintenir ces recettes et soulager le panier de la ménagère, le choix a été fait pour soulager le panier de la ménagère. Et de toutes les façons, quand le prix baisseront, n'est-ce pas que les gens pourront consommer un peu plus? Et puis on n'a pas démantelé les taxes sur l'ensemble des biens qui sont importés. On a démantelé une partie de la fiscalité, de la parafiscalité sur un ensemble de 9 types de produits. Donc il y a également cet exercice qui a été fait pour que la dépense fiscale ne soit pas trop élevée. Et croyez-moi, ces décisions seront complétées par d'autres décisions. Parce que vous allez peut-être croire que nous avons trouvé la recette magique. Non, nous savons, ça c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être la lutte contre les pratiques commerciales de type commerce triangulaire, n'est-ce pas? Le chinchard pêché au large de la Namibie, pays d'origine Namibie, pays de facturation Luxembourg. Et la maison qui vous facture appartient en réalité au même importateur qui est ici à Kinshasa. Et puis 27 millions de francs congolais, c'est l'amende à payer par le directeur général de la Metelsat, Joseph Itela Ilondo, qui vient d'être déclaré coupable pour faute de gestion par la Cour de comptes. D'après l'arrêt rendu par la Cour, le directeur général Itela est condamné pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant de $5 200, soit $3 100 pour lui-même et $2 100 pour le directeur général adjoint Ngondo Mukanya. Jojo Mulamba et Benito Kabiena. C'est dans la salle Léon Kengo Adondo que s'est tenue cette audience publique retransmise même sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Pour une première fois, la Cour des comptes condamne un directeur général d'un établissement public. Absent à l'audience, Joseph Itela, directeur général de la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion. La Cour des comptes siégeant en audience publique en matière de discipline budgétaire et financière, statuant au premier degré contradictoirement à l'égard du mis en cause Joseph Itela Ilondo. Arrête. Article 1er. Le mis en cause Joseph Itela Ilondo, directeur général à la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de $5 200 américains, soit
$3 100 américains pour lui-même et $2 100 américains pour Madame Ngondo Mukanya. Article 2. Le mis en cause Joseph Itela Ilondo est condamné à payer une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que les frais d'instance. Le verdict rendu ce 13 août 2024 intervient 36 jours après la comparution du directeur général Joseph Itela devant la cour. La demande de dommages et intérêts contre les dénonciateurs formulés par le mis en cause Joseph Itela a été déclarée irrecevable. Et devant le même juge. Il en est de même des demandes de dommages et intérêts formées par les prévenus contre la partie civile ou contre les co-prévenus. Il se dégage de ce qui précède qu'une demande réconventionnelle en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire contre l'État à travers le ministère public n'est pas possible faute de base légale. De même, pareille demande contre les auteurs des dénonciations faites au parquet et qui ont donné lieu à des poursuites pour faute de gestion devant la Cour ne peut être reçue devant la Cour des comptes étant donné que les dits dénonciateurs n'ont pas été partis au procès. Par conséquent, la Cour déclarera la demande ainsi formulée par le mis en cause irrecevable. Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur les sites internet de la Cour des comptes. Et puis l'élection des membres du bureau du Sénat le lundi 12 août s'est déroulée sans incident grâce au déploiement de la police autour du Palais du Peuple. Depuis quelque temps, des agents en uniforme sont également présents dans les grandes artères pour lutter contre l'incivisme routier. C'est ce qui donne parfois lieu à des scènes inattendues. Dans mon mat au commentaire. À Kinshasa, il est rarissime de voir un convoyeur, communément appelé receveur, retourner à ses passagers le surplus demandé. Cette scène est devenue possible grâce au contrôle renforcé pour lutter contre les infractions routières, une initiative du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Lors de ses rondes sur les principales artères de la ville de Kinshasa, le chef de la police a à nouveau confirmé que des infractions telles que la conduite à contresens, l'obstruction des plaques d'immatriculation ou la tarification forfaitaire étaient strictement sanctionnées. Des mesures qui réjouissent de nombreux Kinois. Comment va comme na problème boye ya ko ko pesa conseil na ba chauffeur mususo batikali bona na makambo l'État zokoloba sepeli nengo mais eza ka plan lelote ba continuer. Parallèlement, Blaise Kilimbalimba avait déployé un impressionnant dispositif de force de police autour du Palais du Peuple pour garantir la sécurité pendant l'élection du bureau du Sénat. Aucun fauteur de troubles n'a pu s'approcher et aucun des invités à ce temple de la démocratie n'a signalé de vol ou de mauvais traitements de la part de la police. Les forces de l'ordre se sont conformées aux instructions permettant l'entrée uniquement au personnel ou aux invités autorisés et refusant l'accès à toute personne non habilitée. Cette décision de renforcer la sécurité faisait suite aux incidents de la semaine précédente impliquant des jeunes affiliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Plus de 200 personnes présumées responsables avaient été arrêtées 48 heures après les événements. Prenons cette information en bref sous le haut patronage de Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement. L'Agence nationale pour la promotion des investissements en collaboration avec le projet Transform de la Banque mondiale organise du 14 au 17 août 2024 à Mbouela Lodge dans le Congo central une retraite du groupe technique d'experts sectoriels du climat des affaires afin d'examiner le projet de la feuille de route des réformes gouvernementale sur les climats des affaires. Objectif, dresser un état de lieu actuel de la mise en œuvre des réformes et actions reprises dans le projet de la feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires validé par le comité de pilotage du 2 novembre 2023 à mettre à jour la dite feuille de route des réformes, à redéfinir ou orienter certaines réformes et actions contenues dans la feuille de route en fonction à des nouvelles avancées ou reculs constatés sur terrain.
Et puis rendons-nous dans la province du Kasaï central où les prix des biens de première nécessité ne cessent d'augmenter dans la ville de Kananga et ses environs. Tous les biens de consommation coûtent excessivement cher à cause de l'impraticabilité de la voie ferrée reliant la province à d'autres régions de la RDC. Géopolis Télévision est allé à la rencontre d'un ancien agent de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, qui a servi cette société pendant 40 ans. C'est tout naturellement qu'il a répondu à nos questions. Suivez. Aujourd'hui, la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, et ses environs font face à une carence de denrées alimentaires et produits de première nécessité comme la farine de maïs à cause du délabrement de la voie ferrée, la principale voie d'approvisionnement de cette partie de la République. Ici, la ville dépendait des chemins de fer, en grande partie. Parce que c'est par les chemins de fer, on pouvait approvisionner la ville de part et d'autre. C'est-à-dire les produits vivriers qui sont consommés à Kananga provenaient des autres territoires, notamment le Bomweka et de l'autre côté, si c'est Kanyama et ailleurs. Alors ces produits étaient transportés par la SNCC. Aujourd'hui que la SNCC n'est plus là, vous l'avez remarqué, le coût de vie est cher à Kananga et il y a rareté des produits agricoles, il y a rareté des produits vivriers. Et même certains produits de consommation, tels que les matériaux de construction, et même les produits manufacturés de Kinshasa, venaient toujours par le chemin de fer, à moins cher. Aujourd'hui, on emprunte l'avion qui coûte cher et ne peut pas prendre la quantité qu'il faut. Les chemins de fer revêtent d'une importance capitale dans le redressement socio-économique du Congo, en facilitant la mobilité générale de personnes et de leurs biens, tout en générant des revenus pour les trésors publics. La société est tombée parce que du côté ressources humaines, il a connu une défaillance totale, dans le sens que les agents ne sont plus là, les agents ont vieilli, les agents ne sont pas payés, il y a beaucoup de facteurs qui font que sans la main-d'œuvre efficace, quels que soient les investissements, actuellement il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'apports sur le plan technique, mais tout cela sans la main-d'œuvre efficace, sans la conscience, sans les ressources humaines compétentes, en tout cas tout ne peut pas aller. Mais l'état actuel des voies ferrées de la RDC mérite une réflexion profonde. Un ancien cadre de la Société nationale des chemins de fer, SNCC, basé à Kananga, explique les raisons de la faillite de l'entreprise publique. Comment faire pour relancer cette société? Selon l'interviewé, il faut le retour de la bonne gouvernance, le renouvellement de l'outil de production, la modernisation de la voie ferrée et le rajeunissement du personnel vieillissant. La SNCC n'arrive pas à remplir sa fonction, comme vous l'avez dit, la liaison entre les points de production vers les points de consommation, la liaison d'intégration nationale et le développement, puisque le développement de ces pays a tourné autour des moyens de transport. Et la SNCC était parmi les grandes sociétés de transport qui ont existé. En tout cas, il faut revoir le tout de fond en comble. Actuellement, bien sûr, on remarque qu'il y a des efforts de la part du gouvernement pour pouvoir investir, pour chercher à renouveler. Mais du côté ressources humaines, là, je crois peut-être qu'on n'est pas très bien informé sur cette question-là. D'abord, c'est là où il faut commencer par renouveler, d'abord faire partir le personnel qui est là, dont la moyenne d'âge est de 65 ans. Alors vous comprenez qu'on ne peut pas travailler dans une société technologique à cet âge-là. Et puis les salaires et les autres avantages qui n'ont pas suivi. Alors à ce moment-là, s'il faut tout renouveler et appuyer l'action de la main-d'œuvre, on peut relancer, puisque le marché est là, les produits à transporter sont là. Il faut signaler que la voie ferrée entre Kananga et Ilebo est menacée de disparition à cause de nombreuses têtes d'érosion sur tous les trajets occasionnés par les dernières pluies diluviennes. Il faut signaler que la voie ferrée entre Kananga et Ilebo est menacée de disparition à cause de nombreuses têtes d'érosion sur tous les trajets occasionnés par les dernières pluies diluviennes. En sport, le Stade de Martyrs est-il spoilé? Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports, Didier Boudimbo, en visite d'inspection au Stade de Martyrs le samedi 10 août dernier, a découvert avec regret un site du Stade de Martyrs où
a découvert avec regret un site du Stade de Martyrs où est construit une station-service, notamment, selon certaines sources, 2 anciens ministres des Sports seraient pointés du doigt dans ce dossier. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le Stade de Martyrs est au centre d'un scandale. Une partie de cette enceinte sportive est dédiée à la construction d'un hôtel, d'un restaurant et voire même d'une station-service. Des réalisations dont le commanditaire reste inconnu et mystérieux. L'administrateur gestionnaire du stade serait-il dribblé? À ce qui paraît, la réponse tend vers l'affirmative car Etambé Dadou, administrateur général nommé par le ministre Didier Boudimbo, ne connaît pas les propriétaires de ces constructions en gestation. N'a-t-il pas pris connaissance de tous les dossiers liés à ces stades? Quid sur la cérémonie de remise et reprise censée permettre à un nouveau venu de prendre connaissance de la gestion précédente avant son avènement, du moins pour préserver l'homologation du stade par la CAF et la FIFA. Le ministre des Sports a décidé de la destruction de ces constructions et traduire en justice l'ingénieur de ces ouvrages, décidé manifestement à couvrir son employeur. À peine un certain Bernard est cité. Ce lundi 12 août, le média Top Congo FM confirme la plainte du ministère des Sports et Loisirs et évoque, selon ses informations, un dossier traité à l'époque de Serge Condé Tchembo, alors ministre des Sports. À en croire cette révélation, l'homme de l'équilibre serait au parfum de cette affaire. Pendant ce temps, plusieurs voix accusent également les successeurs de Condé, François-Claude Kabulo Mona Kabulo, un complice ou auteur ou encore ignorant, d'autant plus que ces travaux ont généralement débuté sous son air juste après le 9e jeu de la francophonie et rien n'a fuité. Tous ont-ils péché? Difficile de le savoir à l'heure actuelle. Chaque jour qui passe, le sujet de ces stades refait surface et personne ne donne l'impression de savoir ce qui se passe. Wait and see. Madame, Monsieur, l'actualité c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux fournisseurs de coton en Afrique de l'Ouest avec le Mali, le Bénin et le Burkina Faso. Le pays qui sort d'une campagne 2023-2024 mitigée anticipe une amélioration de sa production au cours de la nouvelle campagne cotonnière. Francine Moukeba. Selon les rapports, la croissance économique de l'Algérie est soutenue par les secteurs des hydrocarbures, de l'industrie, de la construction et des services. L'évolution de l'emploi montre une migration vers les secteurs des services au détriment de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. Souligne les rapports qui indiquent que la structure du PIB n'a cependant pas fondamentalement changé et le pays devrait approfondir les réformes pour accélérer la transformation structurelle de son économie. La réforme de l'architecture financière internationale peut constituer une occasion pour l'Algérie de se positionner en pays donateur pour accompagner les programmes de développement d'autres pays en Afrique, précisent les rapports. L'Algérie a rejoint en 2024 les groupes de donateurs qui contribuent au cycle de financement du Fonds africain de développement au titre du FAD-16. Le pays qui a par ailleurs alloué une enveloppe d'$1 milliard pour financer des projets de développement en Afrique, aura toutefois besoin de ressources supplémentaires pour soutenir les actions en faveur de la préservation du climat et les initiatives de croissance verte. À court terme, les ressources financières additionnelles pour la transformation structurelle de l'Algérie pourraient provenir d'une amélioration de la mobilisation des ressources antérieures et d'un renforcement de la soutenabilité des finances publiques, soulignent les documents. Les rapports destinés à approfondir les dialogues politiques sur les performances et les perspectives macroéconomiques à servir l'outil indispensable aux décideurs politiques, aux gouvernements et aux partenaires de développement sera officiellement présenté aux responsables gouvernementaux, au secteur privé, aux partenaires techniques et financiers, aux chercheurs et universitaires ainsi qu'aux médias à la mi-septembre 2024 au siège local de la Banque Algère. Thème du rapport est aligné à celui du rapport continental 2024 des perspectives économiques en Afrique intitulé « Impulser la transformation de l'Afrique par la réforme de l'architecture financière mondiale ». Voilà, c'était tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Voici les titres.
Le gouvernement congolais compte appliquer une série de mesures afin de sauver le pouvoir d'achat des Congolais. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Saba. Vous avez suivi ses propos dans ce journal. Et puis, en tant que premier fournisseur de coton en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire anticipe une amélioration de sa production au cours de la nouvelle campagne cotonnière, étant donné que celle de 2023-2024 reste mitigée. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.